C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons continuer notre premier cours qui nous a servi d'introduction, enfin qui nous sert d'introduction à la biochimie endocrinienne, toujours avec ce module de biochimie, avec la quatrième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil endocrinien et l'appareil reproducteur. La dernière fois, on avait parlé, la partie 1, elle a les généralités sur les hormones. Aujourd'hui, on va parler des généralités sur les récepteurs membranaires. Les récepteurs nucléaires ne seront pas abordés. De la vidéo, ils seront abordés la partie 3, Inch'Allah. Donc la dernière fois, donc dans notre première partie, sur cette introduction à la biochimie endocrinienne, on avait parlé et cité les différentes généralités à les hormones. Pour, pour parler des hormones, il faut d'abord, Damon, situer ces hormones-là dans un mécanisme beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, qui est la signalisation cellulaire, la communication cellulaire. Un mécanisme qui permet à une cellule d'envoyer une molécule informatrice, une molécule de signalisation pour ordonner à une cellule cible d'effectuer une action quelconque. C'est un mécanisme très important. Les organismes pluricellulaires, les organismes constitués de plusieurs cellules pour réguler l'action et l'activité de chacune des cellules de l'organisme. Parmi les signalisations et les modes de signalisation et de communication cellulaire, on avait vu, on pouvait les diviser et les classer en trois. La signalisation autocrine, qui permet à une cellule de s'auto-signaler pour effectuer une action quelconque. La signalisation paracrine, qui permet à une cellule de signaler, d'envoyer, de communiquer, d'envoyer une molécule à ses voisines, donc à d'autres cellules qui constituent le même tissu. Et on avait vu la signalisation endocrine, celle qui nous intéressait. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre en jeu des molécules chimiques, des molécules de signalisation qui vont circuler au niveau du sang, qui circulent au niveau du courant sanguin dans le système vasculaire pour atteindre une cellule cible qui est à distance. Cette molécule de signalisation, c'est ce que l'on a appelé une hormone. Par définition, une hormone, c'est une molécule chimique à but de signalisation qui va être sécrétée en petite quantité dans la circulation sanguine où elle va être mise en mouvement pour atteindre une cellule cible à distance. Cette hormone-là, donc, n'est pas définie selon sa nature chimique, selon son origine cellulaire ou bien selon sa polarité, sa solubilité, mais bien à l'ihsab, cette notion physiologique qui est la mise en mouvement dans le courant sanguin. Ce qui fait qu'on a plusieurs types d'hormones. On a des hormones polypeptidiques, des hormones issues d'un seul acide aminé, des hormones issues du cholestérol qu'on appelle des hormones stéroïdes, et donc on peut les classer selon leur nature chimique. On peut également classer les hormones selon leur polarité, leur solubilité, pour mieux comprendre leur mode d'action. Les hormones hydrosolubles, qui sont à l'aise et qui sont solubles au niveau des milieux aqueux, des milieux qui contiennent de l'eau, comme le plasma, et les cellules, ou du moins, pardon, les hormones hydrophobes, les hormones qui ne sont pas à l'aise dans des milieux aqueux, comme le plasma, des milieux qui contiennent de l'eau. Après avoir classé et défini ces hormones-là, on a vu leur biosynthèse, leur sécrétion, leur transport, et à la fin, on avait parlé très brièvement de leur mode d'action. On avait cité quelque chose de très important, qui était que l'hormone, pour pouvoir agir, elle doit se fixer à un récepteur, une protéine qui va réceptionner cette hormone-là, la fixant, créer un complexe qui va induire une cascade de réactions, des réactions intracellulaires, des réactions biochimiques à l'intérieur de la cellule, permettant d'avoir un effet biologique, un effet, une réponse cellulaire. Qu'elle soit métabolique en régulant l'action d'une enzyme, une voie métabolique, ou bien un effet sur l'expression génique, l'expression des gènes, modulant ainsi la structure et la fonction de la cellule. Et donc, pour mieux comprendre l'action des hormones, il va falloir étudier les récepteurs membranaires de manière générale. Les récepteurs Cacol, aujourd'hui on va parler des récepteurs membranaires et la prochaine fois on parlera des récepteurs
nucléaire et cytosolique, les récepteurs qui sont en intracellulaire. Avant de commencer le cours Tana et de rentrer dans le vif du sujet, on va remercier, comme à notre habitude, tous les enseignants et professeurs de la faculté de médecine d'Alger, les enseignants et professeurs de biochimie, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons remercier particulièrement professeur Douaibia pour être le fabuleux diapo de cours que l'on va utiliser. Sans plus tarder, on peut rentrer dans le vif du sujet sur les récepteurs membranaires. Alors, les récepteurs membranaires sont par définition des récepteurs qui vont se trouver à la surface de la cellule, au niveau de la membrane plasmique. On parle de récepteurs transmembranaires TENIT. Ces récepteurs-là vont agir uniquement lorsqu'elles vont fixer un ligand, une molécule de signalisation qui est fait pour se coller, se fixer à ce récepteur. Les molécules de signalisation qui vont être concernées par ces récepteurs sont les molécules de nature hydrosoluble, de nature hydrophile, qui ne peuvent pas traverser la bicouche de phospholipides qui constitue la membrane plasmique. Dans ce cours-là, une parenthèse, il faut savoir qu'on va parler des récepteurs membranaires pour toutes les molécules de signalisation, de manière générale. C'est vrai que c'est les hormones qui vont nous intéresser en priorité, mais il ne faut pas s'étonner, on va citer comme exemple des récepteurs pour des neurotransmetteurs, pour des cytokines, ou bien pour d'autres agents, d'autres facteurs, d'autres molécules qui ont un but de communication, qui ont un but de signalisation. La parenthèse. Pour les hormones de nature hydrosoluble, on les a vues la dernière fois, ce sont en priorité les gros polypeptides, les hormones protéiques polypeptidiques constituées d'une séquence plus ou moins courte ou bien longue d'acides aminés. On peut citer TRH, TSH, l'insuline, le glucagon, l'hormone de croissance, la GH, et les gonadotropines, FSH et LH. On cite donc ces hormones polypeptidiques, protéiques, et même les hormones glycoprotéiques. Donc ce sont des polypeptides auxquels on va rajouter des segments et des résidus glucidiques. Ils sont de nature hydrophile, par conséquent, ils auront un récepteur membranaire. Même chose pour les catécholamines. Ce sont des hormones, dopamine, noradrénaline, adrénaline, qui sont issues d'un acide aminé qu'est la tyrosine, auquel on va apporter des hydroxylations, des carboxylations, et ça aura pour effet de transformer, de donner des hormones qui sont hydrophiles, qui sont hydrosolubles. Par conséquent, on va leur donner un récepteur qui sera transmembranaire. Ces récepteurs-là, d'un point de vue structurel, on va les définir comme étant des protéines complexes auxquelles on va rajouter des résidus glucidiques. Ce sont des protéines glycosylées. On parle de glycoprotéines. Des glycoprotéines complexes qui vont être enchâssées au niveau de la membrane plasmique, à la surface de la cellule. Ils vont comporter 3 domaines, 3 parties, 3 segments. Un domaine extracellulaire qui va comporter l'extrémité N-terminale, l'extrémité NH2 de ma séquence d'acides aminés et qui va être glycosylée. C'est la partie extracellulaire qui va comporter les différents segments glucidiques. Le rôle de ce domaine extracellulaire, c'est de constituer le site de fixation de ma molécule de signalisation, ici de mon hormone. C'est grâce à ce domaine extracellulaire que je vais pouvoir fixer l'hormone, constituer un complexe ligand-récepteur ou la hormone-récepteur et ainsi activer le récepteur. Deuxième domaine, c'est le domaine transmembranaire, le domaine qui va s'enchâsser dans la membrane plasmique et qui va se retrouver entre les différents phospholipides de cette membrane plasmique. Il va avoir un double intérêt. Un intérêt structurel, il permet de fixer le récepteur au niveau de la membrane, de bien l'enchâsser en transmembranaire, et un intérêt fonctionnel. Il va transmettre les changements de conformation, les changements structurels, la fixation de l'hormone, qui ont été induites par la fixation de l'hormone. Lorsque le récepteur fixe l'hormone, au même titre que l'enzyme fixe son substrat, on va avoir des changements de structure, des changements conformationnels permettant
l'activation du récepteur ou là de l'enzyme lorsqu'on parlait d'enzymes au niveau du chapitre d'enzymologie en biochimie de première année. Ces changements de structure, ils sont véhiculés, ils sont transmis par qui? Par le domaine transmembranaire. Et ils vont être transmis vers quelle structure? Ils vont être transmis vers le troisième domaine, le segment intracellulaire, qui va comporter l'extrémité COOH, l'extrémité C-terminale. Ce domaine intracellulaire, c'est lui qui va permettre de différencier à proprement parler les types de récepteurs, parce que c'est ce domaine-là qui va être responsable de la transmission du signal, de la transduction du signal. C'est lui qui va permettre l'activité du récepteur, initiant une cascade de réactions biochimiques à l'intérieur de la cellule et permettant de transformer, d'amplifier un signal qui génère l'extérieur sous la forme d'une molécule chimique de signalisation, sous la forme d'une hormone par exemple, et le transformer en une réponse cellulaire. C'est ce domaine intracellulaire qui va être responsable de ça. Comment est-ce qu'il va permettre la transduction du signal? Ça va dépendre selon les types de récepteurs membranaires. On a plusieurs types de récepteurs qui vont avoir une action différente. Alors, on a dans un premier temps les récepteurs cano-ioniques, des récepteurs qui vont être associés à un canal qui laisse passer des ions. Lorsqu'il est ouvert, il va laisser soit des ions rentrer dans la cellule ou bien des ions sortir. Ces récepteurs cano-ioniques, on va les retrouver essentiellement au niveau du système nerveux, permettant la fixation des neurotransmetteurs. Et lorsque tu laisses passer des ions, qu'ils rentrent ou bien qu'ils sortent, ça va modifier le potentiel, ça va faire varier le potentiel local, le potentiel membranaire de la cellule. Faisant varier le potentiel d'une cellule nerveuse par exemple, ça va avoir un effet très important sur la transmission ou pas des influx nerveux, avec la naissance ou pas des potentiels d'action. C'est un exemple d'une réponse cellulaire, la naissance ou pas d'un potentiel d'action. Deuxième type de récepteurs, ce sont les récepteurs enzymes. Les récepteurs transmembranaires qui vont avoir une activité catalytique, une activité enzymatique. La partie intracellulaire, elle va être capable de jouer le rôle d'une enzyme. Tout d'abord, elle va, selon le type de récepteur, bien sûr, selon le type de récepteur enzyme, parce qu'on va avoir des sous-classes de récepteurs enzymes, ils vont avoir une action soit sur eux-mêmes d'abord, puis sur d'autres protéines qui vont se lier, à ce domaine intracellulaire et initiant la cascade de réactions qui va être responsable de la transduction du signal. Troisième type de récepteurs transmembranaires, ce sont les RCPG, les récepteurs couplés à la protéine G. Des récepteurs qui vont être associés, qui vont être capables de recruter, de lier des protéines régulatrices un peu spéciales qu'on va appeler les protéines G. Ce sont des protéines qui vont s'activer uniquement lorsqu'elles vont lier le GTP. Ils ont une activité GTPasique, donc ils vont lier et même hydrolyser le guanosine triphosphate, une molécule similaire à l'ATP. On a juste remplacé l'adénine par une base guanine. L'activité de cette protéine G elle est très importante parce que lorsqu'elle va lier ce GTP, elle va activer d'autres effecteurs, d'autres protéines. Ces protéines, lorsqu'elles sont activées, elles peuvent soit me donner des seconds messagers, soit activer des enzymes. Et ces enzymes-là, ils vont, a fortiori, à travers une cascade de réactions, être responsables d'une réponse cellulaire. Qu'elle soit d'ordre métabolique, je régule une enzyme, je stimule ou j'inhibe une enzyme importante, une voie métabolique بدات, et ainsi j'aurai une réponse cellulaire. Ou bien je régule une enzyme qui va être responsable de la régulation d'un facteur de transcription, réguler l'expression génique, تعبير الموريتي. Et si je régule la transcription, je régule la synthèse protéique tarkib protéine, et on sait tous qu'une cellule qui synthétise une protéine ou bien qui ne synthétise pas une protéine, c'est très important parce que ça va conditionner sa structure et sa fonction.
Quatrième type de récepteur, ce sont les récepteurs que l'on appelle ici des récepteurs de la superfamille des cytokines. Ce sont des récepteurs qui vont être couplés à des enzymes. Ce n'est pas le récepteur ou bien le domaine intracellulaire qui va avoir l'activité enzymatique, mais plutôt le domaine intracellulaire, il va recruter des enzymes qui, eux, vont avoir l'activité catalytique, qui vont permettre de catalyser des réactions biochimiques en intracellulaire. Et ces récepteurs-là, ils vont généralement fixer des cytokines, des molécules de signalisation qui ont une origine immunitaire et qui ont une action au niveau inflammatoire. Donc, tous ces récepteurs-là, ils ont une structure commune. Et même leur mode de fonctionnement, la toute première étape qui permet leur activation et leur mode de fonctionnement, elle est commune. C'est la fixation du ligand sur eux, sur ces différents types de récepteurs. Le ligand, ça peut être l'hormone, ça peut être le neurotransmetteur, ça peut être une cytokine, ça peut être une molécule de signalisation de manière générale. Et chacun des récepteurs va reconnaître de manière très spécifique sa molécule de signalisation, son ligand ou bien son hormone. Cette liaison qui va se faire entre le récepteur et le ligand, elle est la conséquence d'une complémentarité structurelle. Tekemol Bunyawi, au même titre que la liaison entre l'enzyme et son substrat. Cette complémentarité structurelle permet de lier le récepteur à son hormone ou là à sa molécule de signalisation de manière générale et permettant ainsi son activation pour ensuite, a fortiori, nous donner un effet ou une réponse biologique, une réponse cellulaire. Quels sont les paramètres qui vont régir, qui vont réguler, qui vont contrôler les هيتحكموا في هاد la liaison récepteur hormone ou la récepteur ligand. عندك deux paramètres. L'affinité qui est spécifique au type de récepteur et au type d'hormone et la capacité maximale de liaison qui, elle, va être contrôlée en fait par le nombre de récepteurs et le nombre de ligands, le nombre d'hormones qui permettent la liaison, la formation de la liaison entre ce récepteur et cette hormone ou là, cette molécule de signalisation. Ces paramètres biochimiques, on peut les regrouper dans une relation mathématique, une équation qui nous permet de quantifier la liaison, la capacité de liaison d'un récepteur avec son hormone. RH, donc la liaison récepteur-hormone, elle va être proportionnelle avec la quantité du récepteur R et la quantité de l'hormone H. قد ما يكون كاين بزاف les récepteurs ولا قد ما يكون كاين بزاف l'hormone قد ما la liaison elle sera grande. Ça, c'est le paramètre de la capacité maximale de liaison. L'affinité, par contre, qu'il y aura entre le récepteur et son hormone, qui est spécifique à chaque type de récepteur et à chaque type d'hormone, on a regroupé dans une constante mathématique qu'on appelle le KD, la constante de dissociation similaire aux différentes constantes les enzymologie en première année, qui m'a la constante de Michaelis. Cette constante de dissociation, elle permet de quantifier la dissociation, le manque d'affinité qu'il y aura entre le récepteur et l'hormone. La dissociation elle sera élevée, la liaison تكون faible. En revanche, inversement, automatiquement, قد ما KD يكون صغير, يكون petit, قد ما l'affinité تكون قوية. On dit que le KD est inversement proportionnel à l'affinité et la liaison récepteur-hormone ou la récepteur-ligand. Généralement, le KD le récepteur, donc la constante de dissociation d'un récepteur membranaire, elle va tourner aux alentours des 10 puissance moins 6, voire moins 7, jusqu'à 10 puissance moins 9, moins 10 molaires, généralement calculé en mol par litre. Pourquoi c'est important de connaître les paramètres biochimiques qui vont contrôler les la liaison hormone-récepteur? Et pourquoi c'est important de comprendre ce qui va permettre l'activité de ce récepteur, tout simplement parce que le récepteur, c'est lui qui permet l'action hormonale. L'action hormonale, elle ne se fait que lorsqu'il va se lier à son récepteur. Et d'ailleurs, le récepteur, c'est une manière de réguler et d'équilibrer l'action de l'hormone.
Un exemple. Imaginons qu'on a au niveau sanguin le taux d'une hormone qui augmente énormément. On peut apercevoir, on peut observer au niveau d'une cellule cible une limitation, une baisse du nombre de récepteurs au niveau de cette cellule cible. Cette baisse du nombre de récepteurs, elle vient pour contrôler l'augmentation de ce taux de l'hormone, pour réguler l'action de l'hormone par rétrocontrôle, par feedback. Et inversement, si jamais j'ai le taux d'une hormone qui est beaucoup trop bas au niveau sanguin, je peux apercevoir, je peux observer au niveau d'une cellule cible une augmentation du nombre des récepteurs. Pourquoi est-ce qu'on va augmenter le nombre des récepteurs? Pour augmenter l'effet et l'action de l'hormone, même idée elle est faible. C'est une manière, c'est un mécanisme de régulation. Le taux, ou du moins le nombre de récepteurs, il est très important au niveau de la cellule cible parce que c'est lui qui va régir, contrôler, équilibrer, réguler l'action de l'hormone. Maintenant qu'on a vu ces généralités-là sur tous les types de récepteurs membranaires, on va s'attarder sur chaque type de récepteur membranaire un par un. On commence avec les récepteurs cano-ioniques. Ce sont des récepteurs membranaires, ils se situent à la surface de la cellule, au niveau de la membrane plasmique de cette cellule, et qui va être associé, affilié à un canal ionique, un canal qui va laisser passer des ions lorsqu'il s'ouvre, bien sûr. Ces récepteurs-là, donc ces récepteurs ioniques, ils sont généralement trouvables au niveau la plupart du temps. On va les retrouver dans le système nerveux, dans les cellules du tissu nerveux. Pourquoi? Parce que c'est des récepteurs qui vont être fixés à des neurotransmetteurs, des neuromédiateurs. Le récepteur le plus connu des canaux ioniques, c'est le récepteur à l'acétylcholine ou là le récepteur à GABA, qui sont des neurotransmetteurs. Ces récepteurs-là, lorsqu'ils sont activés, c'est-à-dire lorsqu'ils vont recevoir leur neurotransmetteur qui va se fixer au niveau de leur site de fixation spécifique, le domaine extracellulaire, ça va permettre l'ouverture du canal ionique qui leur est affilié, qui est présent ici, le WOST. L'ouverture du canal ionique permet le flux, ou du moins le passage des ions, que ce soit l'entrée ou bien la sortie. Le passage des ions va avoir un effet bien sûr très important pour varier le potentiel membranaire, le potentiel de la cellule cible. Faire varier le potentiel de la cellule cible, c'est jouer sur la naissance ou pas du potentiel d'action. Et le potentiel d'action, c'est le mode de transmission de l'information nerveuse. C'est le mode de transmission de l'influx nerveux, le plus connu. Et donc, si je modifie la présence ou pas du potentiel d'action, je vais automatiquement modifier le fonctionnement de la cellule. Modifier le fonctionnement de la cellule, c'est littéralement la définition de la réponse cellulaire, de l'effet biologique, qui aura un effet très important au niveau physiologique. Si on veut détailler un peu plus, on dira que l'entrée des cations, c'est-à-dire des ions positifs, sodium, potassium, calcium, va généralement entraîner une dépolarisation. La dépolarisation permet la naissance du potentiel d'action et de l'influx nerveux. En revanche, l'entrée du chlore, donc du Cl-, d'un anion, donc d'un ion négatif, va au contraire, lui, empêcher la naissance du potentiel d'action grâce à l'hyperpolarisation de la membrane de cette cellule cible. Voilà pour les récepteurs cano-ioniques qui ont un mécanisme de fonctionnement très très simple. On passe maintenant au deuxième type de récepteurs qui sont les récepteurs enzymes. Ce sont des récepteurs qui vont avoir une activité catalytique, une activité enzymatique grâce à leur domaine intracellulaire qui va jouer le rôle d'enzyme. Ces récepteurs-là ont plusieurs sous-types. On a les récepteurs tyrosine kinase, qui sont les RTK, on les abrévie sous SMRTK. On a les récepteurs sérine tréonine kinase et on a les récepteurs guanylate cyclase. La différence entre eux, c'est le type de catalyse enzymatique qu'ils vont effectuer. Les récepteurs tyrosine kinase se définissent comme étant des récepteurs possédant un domaine intracellulaire qui va jouer le rôle d'une kinase, c'est-à-dire qui va phosphoryler des phosphates. Ou sur des résidus tyrosine, sur des acides aminés tyrosine qui constituent la structure d'un polypeptide ou là d'une protéine.
Même chose pour le récepteur sérine thréonine kinase. Même chose, ce sera une kinase, donc on aura une activité de phosphorylation, mais cette fois-ci, on va phosphoryler des phosphates alors les acides aminés sérines ou la thréonine qui constitue la structure d'un polypeptide ou là d'une protéine. Le récepteur guanylate cyclase, lui, il a une action différente. Il va transformer le GTP, le guanosine triphosphate, en GMP cyclique. Il va lui enlever deux phosphates, pyrophosphate, puis il le GMP, ou même qui m'a l'AMP, qui est l'adénosine monophosphate. GMP, guanosine monophosphate, et il va le cycliser. Il va sous forme cyclique. GMPC, qui va être un second messager très 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 important qui va permettre l'activité de plusieurs enzymes qui vont réguler des effets cellulaires, des effets biologiques importants derrière la cellule. Donc on va détailler chacun de ces récepteurs enzymes avec les voies de signalisation, les voies de transduction du signal qui vont pouvoir activer. On commence avec les RTK. Les récepteurs tyrosine kinase, ce sont des récepteurs membranaires, donc qui se situent à la surface de la cellule, enchâssés dans la membrane plasmique, qui vont jouer le rôle d'enzyme. La partie, le domaine intracellulaire de ces RTK va avoir une activité catalytique au même titre qu'une enzyme. Ils vont phosphoryler des protéines substrats. Ils vont phosphoryler WIN, donc c'est une activité kinase. Ils vont phosphoryler ces protéines-là sur des acides aminés tyrosine. Des phosphates à des acides aminés tyrosine. WIN, les RTK. Généralement, les RTK, ce sont les récepteurs, les facteurs de croissance. On peut citer l'EGF, facteur de croissance épidermale, PDGF, facteur de croissance dérivé des plaquettes qui joue un rôle au niveau de l'angiogénèse et autres. L'IGF1, facteur de croissance insuline-like, d'autres facteurs de croissance, ou alors l'une des hormones les plus connues et importantes au niveau de ton organisme, l'insuline, qui a un récepteur RTK, qui a un récepteur tyrosine kinase. Et justement, on va prendre le récepteur de l'insuline comme exemple pour mieux expliquer les voies de transduction, les voies de signalisation en intracellulaire. Comment les RTK vont fonctionner? Il faut savoir que les RTK qui ont une structure monomérique, c'est-à-dire qu'ils sont sous la forme d'une seule sous-unité, sous la forme d'un monomère, avec un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire, ils sont inactifs, mais ils mchouchent, lorsqu'ils sont sous cette forme monomérique. La première étape qui permet la fonction, l'activation de ces RTK, c'est la fixation du ligand. L'hormone, ou là le facteur de croissance, IG, il va se lier à son site de fixation au niveau de son récepteur tyrosine kinase. La fixation du ligand sur le récepteur tyrosine kinase va permettre l'activation du récepteur qui fèche tout d'abord en se dimérisant, former un complexe protéique qu'on appellera le dimère. Le dimère, la dimérisation, c'est juste l'association de deux récepteurs tyrosine kinase, de deux monomères, pour former un complexe constitué de deux monomères, de petits récepteurs tyrosine kinase, de RTK. Cette dimérisation va permettre d'avoir la deuxième phase, d'aller vers la deuxième phase d'activation, qui est l'autophosphorylation, qu'on appelle également la transphosphorylation. En gros, le récepteur RTK, sous forme de dimère, va utiliser de l'ATP pour s'autophosphoryler. Il des phosphates à ses propres résidus tyrosine, sur ses propres acides aminés tyrosine, qui constituent la structure du récepteur. Il va s'autophosphoryler. Et on aura des phosphotyrosines qui vont constituer le domaine intracellulaire de notre récepteur tyrosine kinase sous sa forme dimère. L'autophosphorylation va permettre d'attirer des protéines qu'on appelle les protéines adaptatrices, les protéines de relais. Ces protéines adaptatrices, elles vont se fixer, elles vont reconnaître les phosphotyrosines, elles vont reconnaître les tyrosines auxquelles on a collé les phosphates. Lorsqu'elles vont se coller à ces phosphotyrosines, elles vont être activées. Et l'activation passe par une phosphorylation. On va phosphoryler ces protéines adaptatrices. On a plusieurs exemples de protéines adaptatrices qu'on va détailler avec des exemples. On a les protéines IRS, donc insuline receptor substrate, SHC, les protéines GRB2, growth factor
receptor bound, donc protéine, SHC, la protéine SOS. On a plusieurs types de protéines adaptatrices. Le nom تاعهم, l'ism تاعهم, il peut te paraître légèrement bizarre. Il nous vient en réalité soit de leur fonction. IRS, c'est une protéine adaptatrice à le récepteur de l'insuline. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Insuline receptor substrat. Ou là, elle a leur structure. Ils ont donc c'est soit à l'ahsab donc leur fonction, ou bien à l'ahsab leur structure, ou bien à l'ahsab leur découverte. Elles ont été découvertes dans un contexte donné, donc on leur a donné avec le nom, avec les initiales. En tout cas, ces récepteurs vont donc attirer, fixer des protéines adaptatrices qui vont être phosphorylées et activées. Ces protéines adaptatrices, ces protéines de relais, une fois qu'elles vont être activées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont activer à leur tour des enzymes, des kinases, qui vont eux-mêmes s'activer bdala, une par une, avec une cascade de phosphorylation. La kinase 1, va phosphoryler la kinase 2, ce qui va l'activer. La kinase 2 va phosphoryler la kinase 3, ce qui va l'activer, etc., etc. C'est une cascade de phosphorylation en activant des enzymes qui sont des kinases. Pour les RTK, on a trois grandes voies de signalisation qui ont été individualisées, qui ont été étudiées, qui ont été plus ou moins compris. On a la voie des MAP kinases, des kinases qui vont avoir un rôle au niveau de la régulation de la prolifération cellulaire, de l'action mitogène. Donc mitogène, activité de protéines kinases, c'est ce qui a donné leur nom. On a la voie PI3K, la voie du phosphatidyl inositol 3 kinase, une enzyme qui va phosphoryler un phospholipide au niveau de la membrane qui va induire l'activation d'autres kinases. Ces kinases-là, lorsqu'elles vont être activées, elles vont réguler l'action d'autres enzymes qui vont avoir un rôle métabolique. Donc cette voie-là, généralement, elle va permettre de réguler les voies métaboliques de la cellule. Et on a la voie de la phospholipase C, la PLC. La phospholipase C, c'est une enzyme qui va permettre de dégrader un phospholipide qu'on appelle le phosphatidylinositol biphosphate en deux structures, l'IP3 et le DAG. Les deux structures adomos, ce sont des seconds messagers qui vont activer d'autres enzymes, d'autres protéines pour à la fin moduler et réguler leur activité pour nous donner une réponse cellulaire. Donc, on va détailler un peu plus chacune de ces voies de signalisation. Le but, ce n'est pas de retenir par cœur les protéines qui vont rentrer dans la signalisation, c'est tout ça parce que ce n'est pas possible. Mais l'objectif, ce sera de reconnaître et de comprendre l'essentiel des voies de signalisation qui sont activées par les récepteurs RTK. Alors, l'activation en chaîne d'une cascade de kinases, on va pouvoir stimuler cette cascade de kinases pour nous donner un effet biologique, un effet cellulaire, par le biais de trois voies. La première voie, c'est la voie du PI3K. Phosphatidylinositol 3 kinase. Donc la PI3K, c'est une enzyme qui va se retrouver au niveau de la membrane plasmique du côté intracellulaire, bien sûr, qui va phosphoryler le phosphatidylinositol biphosphate. Quand elle va le phosphoryler, elle va nous donner le phosphatidylinositol triphosphate. Et ce phosphatidylinositol triphosphate va activer une autre kinase qu'on appelle la protéine kinase B, la PKB, qu'on appelle la protéine A4. Cette protéine A4, elle a un rôle très 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 important. Pourquoi? Parce qu'elle peut activer de nombreuses enzymes et ces nombreuses enzymes, ces nombreuses protéines, elles vont réguler l'activité généralement métabolique de ma cellule. Elles vont pouvoir réguler plusieurs voies métaboliques, ce qui donne à cette voie, la voie du PI3K, la voie PI3K, une action métabolique très importante. Et c'est ça ce qui permet de justifier, par exemple, que l'insuline va jouer dans le métabolisme glucidique, dans le métabolisme lipidique, dans le métabolisme protéique. C'est grâce à ça. Et on va comprendre ça lorsqu'on va prendre l'insuline pour exemple. La deuxième voie, c'est la voie de la phospholipase C. C'est une autre cascade de réaction qui va passer par l'activation, par la phosphorylation de cette enzyme-là.
Cette PLC, cette phospholipase C, elle ne va pas phosphoryler le phosphatidylinositol biphosphate. Elle va le dégrader. Elle va me donner deux seconds messagers. L'IP3, qu'on appelle l'inositol triphosphate, et un deuxième second messager qu'on appelle le DAG, le diacylglycérol. Ces deux seconds messagers vont à leur tour activer d'autres enzymes, des kinases. En l'occurrence, pour l'IP3, ça va permettre la libération du calcium et l'activation de la calmoduline kinase, qui sera une enzyme importante pour générer des effets biologiques importants. Et le DAG, à son tour, lui, va permettre d'activer la PKC, la protéine kinase C, qui aura un rôle important à jouer pour permettre des effets biologiques en régulant l'action d'autres protéines. Ça, c'est la deuxième voie. Troisième voie, c'est la voie MAP kinase. Cette MAP kinase, elle va mettre en jeu des kinases qui font partie de la famille des MAP. Alors, qu'est-ce que les MAP? Ce sont les mitogènes activated proteins. Ces mitogènes activated proteins, c'est un ensemble d'enzymes qui ont une action de phosphorylation, c'est des kinases. Elles vont se phosphoryler les unes après les autres. C'est pour ça qu'on les a appelées, regarde ici, mitogène activated kinase qui va phosphoryler la mitogène activated protein kinase qui va phosphoryler une autre kinase de la famille des MAP. Cette cascade de phosphorylation, elle va permettre quoi? Elle va permettre de réguler la prolifération cellulaire. Elle va permettre de réguler l'activité mitogène, l'activité telle les mitoses, telle les divisions cellulaires. Qui fâche? La MAPK, elle va permettre d'activer ERK, extracellulaire regulated kinase, c'est une autre kinase. Cette kinase, elle va réguler des facteurs de transcription. Ou là, des protéines qui vont jouer un rôle dans la traduction. Il y a l'istinser, il y a tarjama. Et du coup, si je régule istinser ou la tarjama, je vais réguler la synthèse protéique. Et la synthèse protéique, c'est la manière qu'a la cellule pour exprimer ses gènes en formant des protéines. Si tu régules l'expression génique, tu vas réguler automatiquement la prolifération cellulaire, l'activité mitogène, l'activité des mitoses, des divisions cellulaires de la cellule. C'était la troisième voie. Donc, ces voies d'activation, ces cascades de réactions, elles sont initiées tout d'abord grâce à des protéines adaptatrices. Et ces protéines adaptatrices, elles peuvent stimuler des protéines relais qui viennent pour réguler, pour activer, déclencher ces voies de signalisation, ces voies de transduction, pardon. Parmi les protéines qui ont un rôle pour activer ces voies de transduction, on a les protéines G. Les protéines G, les Rotlex, ce sont des protéines qui vont lier le GTP, hein, le guanosine triphosphate, pour s'activer. On a plusieurs types de ces protéines G. Et on va les voir pour la fin de le cours d'ailleurs. Les types des protéines G, on en a plusieurs. On va citer les grandes protéines G, qui sont des protéines qui sont composées de plusieurs sous-unités. Généralement, la protéine le récepteur, le RCPG, ce sera l'hétérotrimérique, parce qu'elle a trois sous-unités, alpha, bêta, gamma. Ou bien, on a les petites protéines G, parce qu'elles sont constituées que d'une seule sous-unité qui sera fonctionnelle. Par exemple, une protéine qu'on a appelée la protéine RAS. Alors, le اسم RAS هدايا, l'étymologie تاعو, je te laisse le chercher, mais ça a un rapport avec la découverte تاعهم. Le fait est que c'est une protéine qui a une action proto-oncogène, c'est-à-dire qu'elle peut favoriser l'apparition des sarcomes, qui sont des types de cancers. Donc tu vas voir que les protéines qui peuvent te choquer, mais plutôt t'intimider dans un premier temps, elles ont toutes une origine soit vis-à-vis de leur structure, soit vis-à-vis de leur fonction, qui est les MAP, mitogène activated protein kinase, ou bien vis-à-vis de leur découverte. Elles ont été découvertes avec un gène, par exemple le gène RAS, qui va coder pour des protéines. Quand il y a une mutation, ça va me donner des cancers, des sarcomes. Chaque nom de ces protéines a une étymologie, une histoire et par conséquent une fonctionnalité. C'est intéressant de comprendre l'étymologie les structures parce que ça te permet de mieux les retenir et de mieux les comprendre. Cette protéine RAS est une protéine G un peu particulière. Elle va permettre d'activer la voie MAP kinase et on va le voir juste après avec des schémas. Les voies de transduction, l'objectif c'est quoi?
c'est de modifier le fonctionnement cellulaire, soit en modifiant la transcription ou la traduction, c'est-à-dire l'expression des gènes, ou bien en modifiant le métabolisme de les cellules. Et on peut résumer tout ce qu'on vient de dire avec un petit schéma très simple et d'ailleurs très simplifié. On a ici en noir le récepteur RTK, récepteur tyrosine kinase. Ce récepteur tyrosine kinase, il est fait généralement pour les facteurs de croissance. EGF, IGF, PDGF, voire même l'insuline. Lorsque ces facteurs de croissance, ces molécules informationnelles, ces molécules de signalisation viennent se fixer au niveau de leur récepteur, cela va induire la dimérisation du récepteur, l'autophosphorylation du récepteur, puis le recrutement et la fixation des protéines adaptatrices. Par exemple, on a GRB2 qui est une protéine adaptatrice, Ninja Growth Factor Receptor Bound Protein, qui va venir se fixer au niveau des phosphotyrosines et se faire phosphoryler pour être activé. Ce récepteur-là, une fois qu'il aura recruté ces protéines adaptatrices, les protéines adaptatrices vont jouer un rôle lorsqu'elles sont activées et phosphorylées pour activer des kinases, activer des voies de transduction. On a 3 voies. La voie PI3 kinase qui va activer la protéine kinase B A4 qui va ensuite phosphoryler plein d'autres protéines qui vont avoir une action généralement métabolique, mais ça n'empêche pas qu'elles peuvent avoir une action sur le noyau en jouant le rôle de facteur de transcription pour moduler l'expression génique. Ça, c'est la première voie. Deuxième voie, c'est la voie de la phospholipase C. Phospholipase C, quand tu l'actives, elle va diviser, elle va permettre de catalyser une réaction qui va dégrader le phosphatidylinositol biphosphate en IP3 et DAG. L'IP3, second messager qui va permettre la libération du calcium entre autres, mais aussi l'activation de la calmodulin kinase, jouant un rôle pour moduler l'activité, l'expression génique de la cellule. Et le DAG va venir d'activer la protéine kinase C. Protéine kinase C, la PKC, qui va avoir un rôle très important pour les effets cellulaires, pour les effets biologiques, notamment en participant à l'amplification de la troisième voie. La troisième voie, c'est la voie MAP kinase, une voie qui aura spécifiquement pour rôle de contrôler et de réguler l'expression génique, la transcription, mais surtout l'activité de prolifération, l'activité mitogène de la cellule. Qui fâche. GRB2, c'est une protéine adaptatrice, comme tu vois, qui peut recruter SOS, une autre protéine adaptatrice. Cette SOS, d'ailleurs, c'est un facteur d'échange de nucléotidique qui va permettre d'activer RAS. C'est la petite protéine G qui va avec le GTP, ce qui va l'activer pour pouvoir initier et activer la voie des MAP kinases. MEK, donc la MAP kinase va s'activer et ainsi phosphoryler la MAP kinase, qui va s'activer en étant phosphorylée pour phosphoryler ERK, une autre kinase, qui va elle-même s'activer et phosphoryler d'autres protéines qui vont jouer soit sur la traduction, soit sur la transcription, et ainsi moduler la synthèse protéique. C'est très résumé, hein. Et d'ailleurs, la PKC, comment est-ce qu'elle va permettre d'amplifier ou du moins d'aider à la stimulation de cette voie? C'est en activant et en stimulant la protéine RAF. RAF va permettre d'activer encore plus RAS pour permettre son activité. Ce sont les 3 voies de signalisation qui ont été décrites dans la littérature pour les RTK, les récepteurs tyrosine kinase. Pour mieux comprendre ces voies-là, on va prendre l'exemple du récepteur insulinique, du récepteur de l'insuline. Le récepteur de l'insuline. Le récepteur de l'insuline, c'est un récepteur transmembranaire de type tyrosine kinase. C'est un récepteur qui, d'un point de vue structurel, va être formé de l'association de 4 sous-unités, de alpha, de bêta. 2 sous-unités sont en extracellulaire, et ils vont former le site de liaison pour l'hormone, ici pour l'insuline, et 2 autres sous-unités vont former la partie
catalytique, la partie qui va former, qui va avoir une activité enzymatique, l'activité tyrosine kinase en intracellulaire, bien sûr. Alors, lorsque l'insuline va venir se fixer à son récepteur, on va bien sûr observer toujours que l'activation du récepteur, l'autophosphorylation, dimérisation et tout. Et bien sûr, on va avoir le recrutement des protéines adaptatrices. Quelles sont les protéines adaptatrices pour le récepteur de l'insuline? On a deux grands types. IRS, la protéine IRS, insuline receptor substrate. On l'a littéralement appelée comme ça parce que c'est une protéine adaptatrice tel le récepteur insulinique. Et on a la protéine SHC, SRC, homologous and collagen protein. On lui a donné le nom à l'aide de sa structure de la protéine SHC. C'est une protéine qui possède un domaine, donc une séquence d'acides aminés, li nilqawha d'une protéine SRC qui va me donner le sarcome, qui est une protéine proto-oncogène qui, le gène il subit une mutation, peut me donner des sarcomes, donc un type de cancer, et elle possède des domaines qui sont homologues, les shibho, les tilqahum au niveau du collagène, qui est une protéine bien sûr. Donc, l'asmawat, tu as les protéines adaptatrices, tu as les enzymes, et tu as n'importe quelle structure que tu vas retrouver au niveau de la cellule, عنده معنى, عنده une étymologie, عنده une origine, ما سماوهمش هكاك برك. Donc, ces deux protéines, IRS et SHC, ce sont des protéines adaptatrices. Le but c'est de jouer le rôle de relais. Elles vont se coller au récepteur, être activées par phosphorylation et elles vont recruter d'autres protéines dans des enzymes pour les activer. En les activant, je vais initier l'une de mes trois voies, la voie PI3K, la voie phospholipase et la voie MAP kinase. Au niveau du récepteur de l'insuline, au niveau des cellules bien sûr musculaires et adipocytaires essentiellement, l'insuline va agir sur les muscles, sur les cellules adipocytaires, le tissu adipeux et même le foie. Sur ces types cellulaires, les deux voies qui ont été observées, qui vont être mises en jeu par l'insuline, c'est la voie PI3 kinase et c'est la voie MAP kinase. Ce sont les deux voies qui vont être mises en jeu par le récepteur insulinique. Alors, comment est-ce qu'elles vont être mises en jeu? La voie PI3 kinase va être activée grâce à des protéines adaptatrices. On va prendre l'exemple de IRS au niveau d'un schéma. IRS, qui est fixé au niveau du domaine intracellulaire de ce récepteur à l'insuline, va être activé par phosphorylation. Protéine de relais, un échafaudage si tu veux, qui va recruter une enzyme. L'enzyme Hadia, c'est la PI3 kinase. Elle est symbolisée au niveau de ce schéma comme étant P85 et P110. Ce sont les deux sous-unités TAHA. On a une sous-unité P85, pourquoi elle a été appelée comme ça? Parce qu'elle a un poids moléculaire de 85 kDa, et une sous-unité P110 qui a un poids moléculaire de 110 kDa. La sous-unité P85, c'est une sous-unité régulatrice. Elle va se coller, se lier à l'IRS pour être activée. Et la sous-unité P110, c'est une sous-unité catalytique. Elle va donner l'activité de l'enzyme, qui est une PI3 kinase. Elle va prendre le phosphatidyl inositol biphosphate, le PIP2, elle va le phosphoryler, le phosphate, puis le PIP3, phosphatidyl inositol triphosphate. Et le PIP3, il est très 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 important au niveau de la membrane plasmique. Parce qu'il va permettre d'activer PDK. PDK, c'est une kinase qui a été appelée à l'aide de sa liaison et sa dépendance avec le PIP3. Phosphatidylinositol triphosphate, dépendante kinase. Elle est dépendante de cette molécule. PDK va activer la protéine A4, AKT, la protéine kinase B, qui est elle-même dépendante du PIP3 d'ailleurs, qui fâche en la phosphoryle. Vous que le phosphate il est en jaune. A4, la protéine kinase B, va phosphoryler un grand nombre de protéines. On va le voir, faites le schéma d'ailleurs. IRS, on reprend ce qu'on a dit. IRS va se lier aux phosphotyrosines. Ici, on a même donné les détails avec le domaine de liaison PTB sur le tyrosine, sur le phosphotyrosine numéro 960 est le récepteur. Ces détails-là ne nous intéressent pas. Qui va ensuite recruter PI3 kinase avec ses deux sous-unités P85 et P110.
PI3 kinase va phosphoryler le phosphatidéinositol biphosphate en triphosphate pour permettre d'activer PDK, pour ensuite activer la protéine kinase B, la protéine A4. A4, regarde qu'est-ce qu'elle va activer. Elle va activer toutes ces protéines. Elle peut activer toutes ces protéines et ces enzymes. Elle peut généralement avoir un effet métabolique. Par exemple, elle va phosphoryler et activer la GSK3, glycogène synthase kinase 3. Si j'active cette enzyme, qu'est-ce qui se passe? Je vais favoriser la synthèse du glycogène. C'est pour ça que l'insuline favorise la synthèse du glycogène. Z. Cette protéine kinase B, cette A4, peut activer les PKC, les protéines kinase C atypiques. Ici, on a donné les exemples de zeta et de lambda. Si j'active cette protéine kinase C avec l'activation, tu vois qu'il y a une autre flèche qui va directement vers le transport du glucose. Avec l'activation de cette protéine, AS160, c'est le substrat de A4 et qui fait 160 kDalton. C'est pour ça que c'est mené à ACAC. Si je la phosphoryle, qu'est-ce qui se passe? Ça va inhiber son travail, permettant à une protéine G qu'on appelle RAB10 d'échanger son GDP pour un GTP. Et cette protéine G, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre l'expression des canaux GLUT4, des transporteurs de glucose GLUT4. Ces transporteurs-là, ce sont des transporteurs qui sont présents au niveau de la cellule musculaire et adipocytaire, au niveau des vésicules à l'intérieur du cytoplasme. La seule chose qui empêche le glucose de rentrer dans la cellule, c'est l'expression de ces transporteurs. L'insuline, en se collant à son récepteur, grâce à cette cascade de réactions, va permettre l'expression du GLUT4 et ainsi le transport et l'entrée du glucose dans la cellule. C'est pour ça qu'on dit que l'insuline permet l'entrée du glucose. C'est à cause de cette cascade de réactions. Ça, ce sont des rôles métaboliques. On atteint une action anti-lipolyse, ça empêche la dégradation des lipides à travers ici l'activation d'une autre protéine, PDE, et l'insuline a aussi une action anti-apoptotique. Elle empêche la mort cellulaire qui fèche en phosphorylant et en inhibant le facteur pro-apoptotique qu'on appelle le facteur BAD. Si tu l'inhibes, qu'est-ce qui se passe? La cellule ne meurt pas. La cellule ne va pas respecter sa durée de vie, elle ne va pas mourir selon sa programmation. Donc, la voie PI3 kinase va essentiellement avoir une action métabolique, mais ça n'empêche pas d'avoir une action ténite sur la transcription des gènes, par exemple. Avec l'action et la phosphorylation d'un facteur de transcription qu'on appelle le FKHR, le facteur Fourcade. Alors, la phosphorylation de ce facteur de transcription permet d'empêcher la transcription et l'expression des gènes qui peuvent coder, par exemple, pour les enzymes à la néoglucogénèse. Ça va réguler l'action métabolique de la cellule. Donc, on voit que grâce à cette voie PI3 kinase, on peut réguler énormément de voies métaboliques au niveau de la cellule grâce à cette fameuse protéine kinase B. La protéine kinase B peut jouer sur l'expression des GLUT4, des transporteurs de glucose, et ainsi l'entrée du glucose dans la cellule. C'est pour ça que l'insuline permet l'entrée du glucose. La protéine kinase B peut activer et phosphoryler la glycogène synthase 3 kinase, qui va permettre de favoriser la synthèse de glycogène. C'est pour ça que l'insuline, c'est une hormone qui permet le stockage du glucose et la formation du glycogène. Et cette PKB permet aussi de jouer sur les facteurs de transcription de certaines enzymes clés, comme par exemple certaines voies métaboliques comme la néoglucogénèse, ou encore d'avoir un effet anti-apoptotique, ou encore d'avoir un effet anti-lipolyse. C'est grâce à cette cascade de réactions. Ça, c'est la voie PI3 kinase. Quid de la voie MAP kinase? Qu'est-ce qui se passe réellement sur cette voie? C'est la deuxième voie, la B, c'est la deuxième voie qui est mise en jeu les récepteurs à l'insuline. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, la voie MAP kinase qui met en jeu plusieurs kinases de la famille de ces
protéines qui vont réguler l'action mitogène et la prolifération cellulaire de, euh, de la cellule, peuvent être activées de deux manières différentes, peut être activées selon deux chemins. La première voie, le premier chemin, c'est à travers les protéines adaptatrices IRS. Cette protéine adaptatrice IRS va coller une autre protéine adaptatrice grâce à son domaine SH2, ce sont des domaines qui permettent la fixation de ces protéines-là, la protéine GRB2. GRB2 va recruter une autre protéine qui est SOS. SOS va avoir une action sur la protéine RAS. Cette SOS, qu'on appelle le facteur d'échange nucléotidique, va permettre d'activer la protéine GRAS qui fèche en permettant l'échange de son GDP par un GTP. RAS va ensuite activer la protéine RAF qui va elle-même activer la voie des MAP kinases en activant MEK qui va activer MAPK, qui va ensuite activer ERK et qui va ensuite activer d'autres protéines pour réguler l'expression génique et la prolifération de ma cellule, régulant par la même occasion la synthèse protéique. Alors, la dernière protéine de cette voie-là, ce sera, qui va nous intéresser, ce sont les ERK, 1 et 2. Ces ERK 1 et 2 vont activer soit une autre kinase qu'on appelle la P99 RSK, et on peut avoir un autre type, c'est la P70 RSK. Ce sont des kinases qui vont être associées à l'activité ribosomale, à l'activité de la traduction. Si je les phosphoryle et je les active, ça va favoriser la traduction de mes ARN messagers et ainsi avoir une plus grande synthèse protéique. Ou bien, ces ERK, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent activer des facteurs de transcription KIMA P62TCF, qui est un facteur de transcription. Pourquoi est-ce qu'on les appelle? Pourquoi est-ce qu'ils ont des noms barbares, des noms aussi compliqués? C'est tout simplement à la leur structure et leur fonction. P99RSK, c'est une kinase K qui a un poids moléculaire de 90 kDa qui va réguler donc des protéines ribosomales. Même chose ici, P62TCF, c'est un facteur de transcription qui a un poids moléculaire de 62 kDa, tout simplement. Voilà comment est-ce que un simple signal extracellulaire comme l'insuline permet de mettre en jeu deux voies de transduction du signal, la voie PI3 kinase et la voie MAP kinase, qui va avoir un effet biologique, un effet cellulaire très varié. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'une seule molécule d'insuline permet d'activer plusieurs enzymes des voies de transduction PI3 kinase ou bien de la voie MAP kinase qui va à chaque étape, amplifier le signal. On va avoir une multiplication des acteurs, des enzymes et des protéines, ce qui va démultiplier l'effet biologique avec une seule petite molécule. Voilà pour les récepteurs tyrosine kinase. On passe au deuxième type de récepteurs enzymes, qui sont les récepteurs sérine thréonine kinase. Une fois qu'on a compris le mécanisme des RTK, le reste va être beaucoup plus simple. Les récepteurs sérine thréonine kinase sont, qui mal les RTK, des récepteurs enzymes, qui sont doués d'une activité catalytique, d'une activité enzymatique. Elles vont concerner quel type d'hormones, quel type de facteurs, quel type de molécules de signalisation. Elles vont concerner généralement les cytokines, les activines, les inhibines, AMH, mais également les facteurs de croissance comme TGF-bêta. Et c'est lui qu'on va prendre comme exemple. Ce récepteur-là, il est sous une forme monomérique, c'est-à-dire que c'est une seule sous-unité qui va comporter les trois régions classiques des récepteurs transmembranaires. Une région extracellulaire permettant la liaison du ligand, c'est l'extrémité N-terminale, qui sera bien sûr glycosylée. Une courte région, bien séquence transmembranaire permettant la stabilité structurelle du récepteur et une région intracellulaire
qui va comporter l'extrémité C-terminale qui va avoir l'activité enzymatique, l'activité sérine, thréonine, kinase. Ces récepteurs, une fois qu'ils vont recevoir leurs molécules, qui met les autres, elles vont se dimériser, permettant l'activation du récepteur. Qu'est-ce qui se passe après? Pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple du récepteur TGF-bêta, c'est-à-dire le récepteur, le facteur de croissance transformant de type bêta. Alors, lorsque le facteur de croissance ADAI TGF-bêta vient se fixer sur son récepteur, on aura la dimérisation en formant un hétérodimère, c'est-à-dire que les deux sous-unités Meitsheb-Hoche. Les deux sous-unités TONA ne sont pas kiff-kiff. On aura TRB1 et TRB2 qui vont s'associer et se lier pour former cet hétérodimère constitué de deux sous-unités. Une fois que il faut savoir que la suite des réactions, elle est toujours stéréotypée. Il faut savoir que lorsque TGF-bêta se lie ici à la deuxième sous-unité, TRB2, TRB2 va recruter TRB1, la première sous-unité, pour former le complexe, l'hétérodimère. De là, on va activer l'activité enzymatique kinase de TRB2, permettant ainsi de phosphoryler TRB1. Sur quel domaine, sur quel acide aminé? Sur le domaine sérine, thréonine, kinase. Une fois qu'on a phosphorylé TRB1 va faire son travail en recrutant et en fixant des protéines qu'il va à son tour activer par phosphorylation. Des protéines, est-ce que ce sont des protéines adaptatrices? Non, ce sera des facteurs de transcription. Directement. C'est beaucoup plus simple. La voie de transduction du signal des récepteurs, du récepteur ici TGF-bêta, qui est un récepteur sérine thréonine kinase, est beaucoup plus courte et simple. On va directement activer les facteurs de transcription, les facteurs SMAD. Ces facteurs SMAD, on en a plusieurs types. On en a SMAD1, SMAD2, SMAD3, SMAD4, SMAD5, etc., etc. On a répertorié plusieurs facteurs de transcription SMAD. Ces SMAD hadouma, ceux qui vont nous intéresser ici pour le récepteur tyrosine, sérine thréonine kinase, pardon, au tout début, ce sont les SMAD2 ou bien les SMAD3. SMAD2 et SMAD3 vont ensuite, une fois qu'ils vont être phosphorylés et activés, former un dimère. Ils vont se dimériser avec une autre SMAD, la SMAD4. Le complexe SMAD4-2 ou bien 4-3 va ensuite rentrer au niveau du noyau, vu que ce sont des facteurs de transcription. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont moduler, soit stimuler, ou bien inhiber l'expression de certains gènes. Comment est-ce qu'ils vont inhiber ou stimuler l'expression de certains gènes? Soit directement en se liant à des domaines sur des gènes, à des domaines qu'on appelle les domaines SBE, les Smart Binding Elements, donc les domaines, les séquences sur l'ADN, sur les gènes qui permettent la liaison et la fixation de ces hétérodimères de facteurs de transcription, ou bien indirectement en recrutant des coactivateurs, d'autres facteurs de transcription qui vont eux-mêmes réguler cette action-là. On peut résumer toute l'action des récepteurs sérine thréonine kinase avec l'exemple du TGF-bêta avec deux schémas. Alors, comme on a dit, le TGF-bêta va venir se fixer au niveau du TRB2. En se fixant sur la sous-unité TRB2, notre récepteur sérine thréonine kinase, on va recruter TRB1. Il y aura un rapprochement. Le rapprochement et la formation de cet hétérodimère va permettre la phosphorylation de TRB1, nisrolophosphate. TRB1, une fois qu'il est phosphorylé, qu'est-ce qui va se passer? Il va recruter les facteurs de transcription SMAD 2 et 3 qu'il va lui-même phosphoryler. SMAD2 et 3 phosphorylés qui sont activés vont former un dimère avec SMAD4 et il va rentrer au niveau du noyau régulant la transcription génique, permettant de nous donner un effet cellulaire, un effet biologique. Ça, ce sont les récepteurs sérine thréonine kinase. On passe au dernier type de récepteurs enzymes qui sont les récepteurs guanylate cyclase. Les récepteurs guanylate cyclase sont des récepteurs transmembranaires, mais pas que.
On a même découvert des récepteurs guanylate cyclase qui sont au niveau cytosolique. Ils خصوا une molécule importante qui est le monoxyde d'azote, le NO. Mais vu qu'on parle des généralités sur les récepteurs membranaires, on ne va pas citer ce récepteur cytosolique. C'est le récepteur membranaire qui va nous intéresser. Ce récepteur guanylate cyclase, il va avoir une action enzymatique, celle de transformer le GTP, le guanosine triphosphate, en GMP, puis ensuite de le cycliser. C'est la cyclisation permettant ainsi, d'où le terme guanylate cyclase, permettant d'avoir ce GMPC, ce GMP cyclique, qui va jouer le rôle de second messager. On va voir comment. Ce récepteur guanylate cyclase au niveau membranaire, il est connu comme étant le récepteur tel les peptides natriurétiques. Peptides natriurétiques A, donc les ANP, l'idionym l'atrium, les oreillettes cardiaques. Peptides natriurétiques B, l'idionym les ventricules, même les atriums. Généralement, il a été découvert au niveau cérébral, c'est pour ça qu'on a le B, c'est pour brain. Et les CNP, donc les protéines, les peptides natriurétiques de type C qui ont été découvertes au niveau des cellules endothéliales, mais même au niveau du système nerveux central, du SNC. Ces récepteurs-là, ils vont avoir une action assez simple à comprendre. Le mécanisme il est simple. Une fois que le peptide natriurétique vient se lier à ce récepteur, on va avoir l'action enzymatique de transformer le GTP en GMPC, en GMP cyclique. Ce sera un second messager. Et ce second messager-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer une enzyme, la protéine kinase G. Cette protéine kinase G, on l'a appelée G parce qu'elle est activée par le GMPC, tout simplement. Qui met la protéine kinase A, elle va être activée par l'AMPC. Cette protéine kinase G, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas aller au niveau du noyau, elle va plutôt phosphoryler d'autres protéines qui vont avoir une structure تشبه بزاف les protéines substrates à la PKA, à la protéine kinase A. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a deux grandes actions qui peuvent être prises pour exemple. La phosphorylation des pompes à calcium au niveau des cellules musculaires lisses et la phosphorylation des canaux Na+, des canaux sodiques au niveau par exemple des cellules de la rétine. C'est un exemple. Donc au niveau des cellules musculaires lisses, qu'est-ce qui se passe? La PKG, une fois qu'elle va recevoir son GMPC, qui va l'activer comme second messager, elle va phosphoryler des pompes à calcium. Des pompes à calcium qui permettent la sécrétion du calcium hors de la cellule, l'excrétion du calcium. Alors qu'on est dans les cellules musculaires lisses, le calcium, tu sais qu'il a un rôle très important dans la contraction musculaire, surtout lorsqu'il est lié à la troponine, dans la sous-unité troponine C. Elle permet la contraction musculaire. Si tu élimines le calcium, qu'est-ce qui va se passer? On va inhiber la contraction, permettant un relâchement musculaire. Ce relâchement musculaire, il va permettre au niveau des vaisseaux sanguins une vasodilatation. Et a fortiori, si tu vas créer une vasodilatation, tu vas faire baisser la résistance périphérique totale, permettant une baisse de tension artérielle, créant une hypotension. Ça, c'est une des réponses cellulaires qui est possible grâce à cette protéine kinase G, grâce à ce GMPC, grâce à ces récepteurs guanylate cyclase. Deuxième réponse cellulaire qui peut venir, c'est au niveau des cellules de la rétine. Pour exemple, la protéine kinase G, elle va être activée par le GMPC, permettant la phosphorylation et l'ouverture du canal sodique, du canal Na+, qui va dépolariser la membrane. Le canal Na+, permettant la dépolarisation membranaire, il va initier quelle réponse cellulaire? La dépolarisation va permettre d'initier la formation de l'influx nerveux, surtout lorsque le GMPC va être dégradé. Le GMPC, c'est un second messager qui n'a pas une action infinie. Il est dégradé par une enzyme qu'on appelle la PDE, la phosphodiesterase. Cette phosphodiesterase, le rôle TAHA, c'est de rendre linéaire le GMPC. Le GMPC, il est actif parce qu'il est sous forme cyclique. Si je le نعاود نرجعو sous sa forme GMP linéaire, mais cyclique,
il va perdre son effet de second messager, ce qui va permettre d'inhiber son effet et de le réguler. Au niveau de la cellule rétinienne, le fait est de cataboliser, de dégrader le GMPC, ça va permettre de refermer très rapidement le canal sodique LNA+. Dépolarisation rapide, ça va permettre la formation de l'influx nerveux et c'est une réponse cellulaire. Donc, on peut résumer l'action des récepteurs guanylate cyclase avec ce petit schéma. Les récepteurs guanylate cyclase sont des récepteurs connus pour leur affinité avec les facteurs ou les peptides natriurétiques. l'ANP, BNP, CNP sont les plus connus. Se fixant sur le récepteur, ça va permettre d'initier, d'activer l'activité enzymatique qui va transformer le GTP en GMP cyclique, le GMPC. Ce GMPC va jouer le rôle de second messager. Il va permettre l'activation de cette PKG, cette protéine kinase G. La PKG, elle va jouer un rôle au niveau de la cellule musculaire lisse en phosphorylant les pompes à calcium. Phosphorylant les pompes à calcium, ça va permettre de libérer du calcium, inhibant ainsi la contraction musculaire et permettant le relâchement musculaire. Dans un deuxième cas de figure, les cellules de la rétine, la PKG va permettre l'ouverture des canaux Na+. Si je permets un flux de sodium, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que on va créer un influx nerveux qui est une réponse cellulaire au niveau des cellules de la rétine. Le GMPC n'a pas une action indéfinie, n'a pas une action infinie, il va bien sûr être il va redevenir linéaire par l'action des phosphodieestérases, des PDE. Et c'est important à noter que ces récepteurs guanylate cyclase ne sont pas purement transmembranaires. On a des récepteurs guanylate cyclase en intracytosolique qui vont recevoir un ligand qui n'est rien d'autre que le monoxyde d'azote, le NO. On a terminé avec les récepteurs enzymes, on passe désormais aux récepteurs de la superfamille des cytokines, les récepteurs qui sont associés, qui sont couplés à une enzyme. C'est différent. On va prendre le récepteur JAK-STAT. Le récepteur JAK-STAT, c'est un récepteur qui va généralement lier des cytokines, donc des molécules de signalisation qui ont une action inflammatoire et qui ont une origine immunitaire. Il ne possède pas d'action enzymatique, il n'a pas une fonction tyrosine kinase, mais il va être associé et activer des protéines qui ont une fonction tyrosine kinase. هيكون لاصق مع des kinases, des tyrosines qui vont avoir du coup une action tyrosine kinase. Si j'active le récepteur, l'activation du récepteur va permettre d'avoir des voies de transduction du signal qui sont très très similaires يشبهوا بزاف لتاع les récepteurs tyrosine kinase. Quels sont les récepteurs qui ont quelles sont les hormones qui ont ce récepteur autre que les cytokines? Eh ben, on a la GH, l'hormone de croissance, un récepteur JAK-STAT. L'érythropoïétine, la leptine, ce sont des molécules, les hormones qui ont ce type de récepteur qui est couplé à une tyrosine kinase. Ce n'est pas un récepteur tyrosine kinase, c'est un récepteur qui est couplé, qui est associé à une tyrosine kinase. Et l'action va être similaire. Donc, avec un schéma, c'est encore plus simple à décrire. La cytokine, ou bien la GH, ou bien la molécule de signalisation, le ligand de manière générale, qui vient se coller au niveau de notre récepteur JAK-STAT. Ce récepteur JAK-STAT, une fois qu'il va recevoir son ligand et qu'il va s'activer, il va recruter des protéines qui ont une action tyrosine kinase, les JAK. JAK, ça vient de Janus kinase, c'est un type de tyrosine kinase. Une enzyme, une protéine qui a une action tyrosine kinase. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les JAK? Ils peuvent phosphoryler et activer des facteurs de transcription qu'on appelle des STAT. STAT, ça veut juste dire signal, transducteur, activator, transcription. STAT. Ces stats-là, une fois activés, ils vont se dimériser, c'est-à-dire se
former un dimère qui va rentrer au niveau du noyau et réguler la transcription et jouer le rôle de facteur de transcription, régulant ainsi les Stinser, l'expression génique et la synthèse protéique. Ça, c'est la voie JAK-STAT classique et la plus simple. Et comme on a dit Tanit, ces récepteurs-là, ils ont un mécanisme qui va mettre en jeu les mêmes voies de transduction. Il peut mettre en jeu les mêmes voies de transduction que le récepteur tyrosine kinase, c'est-à-dire activer la voie PI3 kinase avec la protéine A4, la protéine kinase B qui peut mettre en jeu mTOR, qui est une protéine et une molécule essentielle pour la synthèse protéique, ou bien la voie MAP kinase qui va mettre en jeu qui va réguler bien sûr la prolifération et la division cellulaire. Donc voilà pour les récepteurs JAK-STAT qui vont, comme on a dit, fonctionner grâce à ces JAK, donc grâce à ces protéines qui ont une action tyrosine kinase. Le fonctionnement il est d'ailleurs similaire à celui des tyrosines kinases dans le sens où on aura une transphosphorylation TAD les protéines, TAD les JAK, TAD les tyrosine kinases, pour ensuite et qui peut même phosphoryler les récepteurs pour ensuite initier des mécanismes de transduction soit similaires à ceux des tyrosine kinases, qui m'a la voie PI3K, qui m'a la voie MAP kinase, ou là initier directement la phosphorylation et l'activation des STAT, qui sont des facteurs de transcription. On termine notre cours avec les RCPG, les récepteurs couplés à la protéine G. Ce sont des récepteurs particuliers d'un point de vue de leur structure, mais aussi d'un point de vue de leur fonction. Les RCPG, ce sont des protéines monomériques, donc ce sont des monomères, qui sont, bien sûr, qui vont constituer des récepteurs transmembranaires. Sauf qu'elles vont avoir 7 domaines transmembranaires, 7 domaines qui vont à chaque fois traverser la membrane plasmique. On les voit ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Chacun de ces domaines va avoir une structure en hélice alpha, une structure protéique secondaire. Chacun de ces domaines va aussi être lié à son voisin par le biais de boucles. Des boucles qui seront en extracellulaire, mais également des boucles qui seront en intracellulaire. En tout, on a 3 boucles externes, 1, 2, 3, et 3 boucles internes, 1, 2 et 3. Ça, c'est la structure du récepteur en lui-même. Sa particularité à ce récepteur, c'est qu'une fois qu'il va fixer son ligand, son hormone, sa molécule de signalisation, il va recruter une protéine régulatrice à action GTPasique, c'est la protéine G. Cette protéine G, une fois qu'il va la recruter, il faut savoir que c'est une protéine G hétérotrimérique, c'est une grande protéine G. Elle est constituée de 3 sous-unités qui n'ont rien à voir ma بيناتهم. Hétérotrimérique. Une sous-unité alpha, qui est l'une des plus importantes en soi. Pourquoi? Parce c'est elle qui va avoir le site de liaison et le site catalytique pour le GTP et le GDP. C'est là où est-ce qu'on va fixer le GTP ou là le GTP. Et on a 2 autres sous-unités, la sous-unité bêta et la sous-unité gamma, qui eux sont indissociables. Ils ne peuvent pas se séparer l'une de l'autre, contrairement à alpha justement. Cette protéine G, c'est une protéine qui est bien sûr liée à la membrane plasmique sur le côté intracellulaire de la membrane évidemment, et qui va être activée grâce au récepteur auquel elle est couplée. Une fois que le récepteur va fixer son ligand, la protéine G s'activera en remplaçant son GDP par une molécule de GTP. Le site catalytique qui est présent au niveau de la sous-unité alpha va remplacer le GDP au profit de ce GTP, de cette guanosine triphosphate. Lorsque le GTP va venir se fixer à la sous-unité alpha, qu'est-ce qui se passe? Le GTP, on va voir au niveau du schéma, le GTP qui va être échangé
donc le GDP qui va être échangé au profit du GTP au niveau de la sous-unité alpha va permettre une dissociation entre bêta-gamma libre dans leur coin et alpha qui va aller dans leur coin. Et cette dissociation, c'est ça ce qui va permettre d'activer le récepteur. La sous-unité alpha va avoir une activité pour pouvoir activer d'autres effecteurs, des enzymes, des canaux, etc. Et la sous-unité bêta-gamma, elle aussi, va avoir une activité pour activer d'autres effecteurs protéiques. Ce qui va initier des cascades de réactions, des cascades de phosphorylation et d'activation, mettant en jeu la transduction du signal. Lorsque alpha a fait son travail, elle va hydrolyser le GTP. نحيلو un phosphate. Ça va redevenir du GDP. Lorsque alpha est avec le GDP, elle va être inactivée. Elle va se réassocier avec bêta-gamma, permettant l'inactivation de la protéine G. Et c'est un cycle. Le cycle GDP-GTP permet l'activation et la désactivation de cette protéine G. Donc, la dissociation de la sous-unité alpha du complexe bêta, bêta-gamma, c'est ça ce qui permet l'activation de cette protéine G hétérotrimérique. Et de là, on va activer des effecteurs qui sont à l'intérieur de la cellule. On peut activer des enzymes comme l'adénylate cyclase. On peut activer la phospholipase C. Et le but des effecteurs, c'est quoi? C'est de nous donner un second messager. Pour la phospholipase C, ce sera, on connaît l'IP3 et le DAG. Pour l'adénylate cyclase, on va avoir de l'AMPC. C'est le second messager, c'est l'un des seconds messagers les plus importants, FAD, les récepteurs couplés aux protéines G. Il faut savoir que le dimère bêta-gamma n'est pas en reste. Il va activer des effecteurs. Il ne faut pas le négliger. C'est vrai que la sous-unité alpha est très importante, si ce n'est la plus importante des trois, mais le dimère bêta-gamma reste lui aussi extrêmement important, permettant l'activation d'autres effecteurs dans son coin. Pour revenir à un état de repos, la sous-unité alpha a une activité GTP-asique. Elle va pouvoir hydrolyser le GTP au GDP et permettant ainsi la réassociation et l'inactivation de la protéine G. Sauf que faut savoir que l'hydrolyse du GTP par la sous-unité alpha peut être extrêmement lent, ce qui fait que on est obligé d'avoir recours à d'autres protéines régulatrices, les RGS. Les protéines régulatrices qui vont réguler l'activité les protéines G et ainsi du récepteur couplé à cette protéine G. Ici, on a un schéma qui nous le résume bien. On a notre récepteur couplé à la protéine G qui va recevoir son ligand. La fixation du ligand, de l'hormone ou bien de la molécule de signalisation avec le récepteur va permettre à la protéine G, qui est une protéine hétérotrimérique, alpha, bêta, gamma, 3 sous-unités, qui colle le GDP en état inactif, de remplacer son GDP par un GTP. La fixation du GTP sur la sous-unité alpha va permettre la dissociation. Alpha avec son GTP dans son coin, elle va activer des effecteurs comme l'adénylate cyclase, comme la phospholipase C, etc. Et bêta-gamma va elle aussi activer d'autres effecteurs dans son coin, comme la voie MAP kinase avec la protéine RAS. Une fois qu'ils auront fait leur travail, on aura l'intervention des RGS qui vont accélérer l'activité GTP-asique. Tu as alpha, donc tu as la sous-unité alpha pour réavoir du GDP et ainsi inactiver la protéine G. Et c'est une boucle. Donc, une fois que les sous-unités alpha et bêta-gamma dans leur coin vont activer les effecteurs, quelle sera la finalité de cette voie de transduction? C'est la venue de second messager. Le premier second messager qui va nous venir par le biais de l'adénylate cyclase, c'est l'AMPC. L'AMPC, c'est l'AMP cyclique. Elle est synthétisée à partir de l'ATP, sous l'action de l'adénylate cyclase, qui est un effecteur protéique, qui est situé au niveau de la membrane plasmique, au niveau membranaire. Une fois que la MPC est synthétisée, elle va
activer la PKA, la protéine kinase A, une protéine kinase qui est activée par justement cette AMPC. C'est pour ça qu'on l'appelle la PKA. Cette PKA, elle a une structure assez particulière. C'est un tétramère, c'est-à-dire qu'elle est constituée de 4 sous-unités. 4 sous-unités qui va jouer un rôle régulatrice avec 2 sous-unités catalytiques. Les 2 sous-unités catalytiques vont pouvoir phosphoryler et activer d'autres protéines, d'autres enzymes pour réguler des actions, pour réguler l'effet biologique et cellulaire au niveau de la cellule. Comment est-ce que ça va se faire? C'est l'AMPC qui va provoquer la dissociation de ces 2 sous-unités catalytiques qui vont phosphoryler des résidus sérines sur des protéines cibles. Il faut savoir que l'AMPC, en tant que second messager, il peut avoir un effet encore plus direct. C'est celui qu'il va exercer sur la transcription génique. Parce que on a remarqué que les gènes possèdent une séquence régulatrice qui permet à l'AMPC d'agir directement. C'est les CRE, donc les éléments de réponse à l'AMPC. On a un schéma qui nous résume l'action de l'AMPC comme second messager. Une fois l'adénylate cyclase qui va être stimulée par la présence donc, de la sous-unité alpha avec son GTP, on aura la transformation de l'ATP en AMPC. Cet AMPC va pouvoir activer les PKA. Les PKA, qui soient cytoplasmiques ou bien ancrés, vont ensuite moduler la réponse cellulaire et biologique de la cellule. Il faut savoir que l'AMPC n'a pas une action indéfinie et éternelle, qui met le GMPC. Elle va être bien sûr dégradée sous la forme d'AMP linéaire grâce à des phosphodiestérases, les PDE, qui sont trouvables au niveau cytoplasmique. On va voir maintenant l'autre voie de transduction, la voie de la phospholipase C. Il faut savoir que la protéine G, elle va activer la phospholipase C. Elle va nous donner, à partir du phosphatidylinositol triphosphate, l'IP3, l'inositol triphosphate et le diacylglycérol, le DAG. L'IP3 va permettre la surabondance de calcium au niveau du cytoplasme à partir du réticulum endoplasmique lisse, ce qui va permettre de donner une réponse cellulaire. Aussi grâce à des protéines qui sont calcium dépendantes qui mènent à la calmoduline. Même chose pour le DAG. Le DAG va permettre d'activer la protéine kinase C qui va elle-même phosphoryler d'autres substrats, d'autres protéines qui va être à l'origine d'une réponse cellulaire. Et c'est résumé, faites le schéma. Lorsque la protéine G sera activée avec la sous-unité alpha qui va coller le GTP suite à la fixation du molécule signal fluorécepteur, le RCP-GT1, on aura l'activation de la phospholipase C qui va, à partir du phosphatidylinositol biphosphate ou le diphosphate, c'est la même chose, nous donner 2 seconds messagers. Le DAG, diacylglycérol, qui va rester collé à la membrane, activant la PKC pour ensuite nous donner un effet biologique ou bien un effet cellulaire, et l'IP3, l'inositol triphosphate, qui va permettre une libération du calcium à l'intérieur du cytoplasme à partir du réticulum endoplasmique lisse, activant les protéines, la calmoduline par exemple, qui est une protéine calcium dépendante, et régulant d'autres effets biologiques. Parmi les effets qui peuvent être régulés grâce à cette voie, on a la contraction musculaire, logique, vu que le calcium a un rôle très important au niveau de cette contraction musculaire, ou bien même la sécrétion contrôlée au niveau des cellules sécrétoires. On termine notre cours avec les différentes classes de protéines G. Il faut savoir que les protéines G, on en a plusieurs, et elles peuvent être classées selon leur sous-unité. Ici, on a montré un petit tableau qui nous montre les différentes sous-unités les différents types de sous-unités alpha, qui est l'une des plus importantes. Alors, on a la sous-unité alpha S, qui est dite stimulatrice. Elle va stimuler l'adénylate cyclase pour avoir de l'AMPC. On a une autre sous-unité alpha qui est I, le type inhibiteur, qui va inactiver ou inhiber l'adénylate cyclase. On a le type Q long et le type O qui vont, eux, plutôt réguler préférentiellement la phospholipase C pour réguler
l'arrivée de seconds messagers comme l'IP3 et le calcium. C'était tout pour la vidéo. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wa salamu alaikum wa rahmatullah.